Bonjour, bienvenue, merci d'être ici ce soir. C'est notre deuxième conférence sur une sagesse pour les temps modernes. Il y a 2 semaines, on a parlé de trouver l'enfant intérieur et c'était très intéressant. Pour ceux qui n'étaient pas là, si vous êtes inspirés, je pourrais vous laisser des notes. On a expliqué les différentes qualités de l'enfant intérieur, dont 6 en particulier. Pour ceux qui sont sur Internet, si vous voulez couper votre son, parce que ça fait beaucoup de bruit. Merci. Donc, c'est ça, on a parlé des différentes qualités de l'enfant intérieur, comment c'est un besoin pour nous, parce que quand on vieillit, c'est vrai qu'on perd contact avec cet enfant qui est à l'intérieur de nous. On a parlé des 6 qualités principales de l'enfant intérieur, comme la curiosité, l'authenticité, la créativité. Et c'est vrai que c'est des qualités qui sont bonnes pour nous, qu'on a besoin de retrouver à l'intérieur de nous pour faire renaître cet enfant intérieur. Et cette semaine, je voulais partager avec vous un sujet qui nous touche tous, qui est le bonheur. Et ça s'intitule « À la recherche du véritable bonheur ». Donc, premièrement, je voulais vous poser cette question. Qu'est-ce que c'est, comment vous définissez le bonheur? Quand vous y pensez à ce mot bonheur, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? La gaieté. La gaieté, d'accord, intéressant. S'il y a d'autres personnes en ligne aussi qui veulent partager quelque chose, parce que je vais poser des questions, ça va être interactif pour qu'on puisse démystifier qu'est-ce que le bonheur. Et est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport au bonheur? Donc la gaieté, c'est vraiment une joie de vivre. Oui, joie, sérénité. Sérénité, d'accord, une paix intérieure, intéressant. Je vais vous lire quelque chose que j'ai trouvé sur Internet sur la définition du bonheur. Et à travers ça, on pourra se poser la question, est-ce qu'on fait réellement l'expérience du bonheur? Donc j'ai trouvé plusieurs définitions, et je vais vous les lire. Donc la première, le bonheur est un état de satisfaction complète caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. C'est un état constant de plénitude, de contentement, d'enchantement, de bien-être. C'est un bonheur entier, inconditionnel et stable. C'est une entière satisfaction, qu'elle soit physique ou morale. Et en plus, c'est intéressant, le bonheur en psychologie, étant une notion relative et subjective, il n'en existe pas de définition claire et unanime. Donc les gens ne peuvent pas définir le bonheur et le caractériser, parce que je dirais en réalité, c'est dur de définir parce que c'est dur de comprendre réellement qu'est-ce que le bonheur. Donc qu'est-ce que ça vous fait réagir ça, cette définition? Est-ce que c'est une bonne définition pour vous, ce qui est expliqué? Je ne crois pas à la notion de durée. Ah d'accord, ah intéressant. Pourquoi? Donc, mademoiselle dit qu'elle ne croit pas à la notion de durée. C'est intéressant. On peut être dans le bonheur, mais entrecoupé de périodes un peu plus perturbées. Donc, entrecoupé de périodes plus difficiles. Ouais. Mais pourtant, dans toutes les définitions que j'ai trouvées du bonheur, c'est expliqué que c'est un état constant. C'est un bonheur entier, une satisfaction complète qui est durable et qui a une stabilité. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on fait réellement l'expérience du bonheur? Si le bonheur, c'est ça. Non. Non? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tous les jours sur la même ligne. Donc, on n'est pas tous les jours sur la même disposition, dans le même sentiment. Donc, c'est intéressant. Et je me rappelle quand j'ai lu ça pour la première fois, je me suis dit, c'est très intéressant parce qu'on définit le bonheur comme ça. Mais en réalité, on peut voir que c'est pas si simple que ça en réalité, parce qu'il y a plein de choses dans notre quotidien qui font en sorte que c'est vrai qu'on se déconnecte facilement. Il peut y avoir une situation, on peut être heureux à un moment donné dans la journée, il y a quelqu'un qui nous parle mal et ça change complètement notre journée. Notre patron, un employé au travail ou quelqu'un dans la famille, et ça change complètement notre état d'esprit. C'est vrai qu'on peut voir que même si le bonheur, c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose de durable, c'est vrai qu'en réalité, il est très facilement perturbé. Est-ce qu'il y en a en ligne qui veulent dire quelque chose? Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des réflexions. C'est apprécié, comme ça, on peut démystifier ensemble le bonheur. On sort? OK. Donc là, on parlait de... Donc, est-ce qu'on peut dire que nous sommes heureux réellement? C'est ma deuxième question. Est-ce que nous sommes réellement heureux? Ça? Si le bonheur est un état stable, durable, c'est un état constant de plénitude, de contentement, de bien-être,
si on prend la définition telle quelle, oui, ok, c'est vrai. Mais par rapport à ce qu'on vit, c'est pas exactement la même chose. Et donc ça, c'est intéressant. Parce que, en réalité, le bonheur, c'est plutôt expliqué dans les anciens textes de yoga, mais c'est expliqué que le bonheur est un état d'esprit. Je pose la question, pourquoi le bonheur est un état d'esprit? Si le bonheur est supposé être stable, permanent, constant. Si on est fait pour faire l'expérience du bonheur, alors pourquoi le bonheur est un état d'esprit? Le secret, il est dans ça. Pourquoi le bonheur est un état d'esprit? Il y a une notion de volonté alors. Oui, tout à fait, il y a une notion de volonté. De choix. De choix, c'est un choix le bonheur. Tout à fait, c'est un choix. Parce que c'est un état d'esprit, et l'état d'esprit nous appartient. Parce que, en fait, c'est à nous de décider si nous voulons nous disposer dans un état de bonheur. Mais si le bonheur est un état d'esprit, en réalité, ça veut dire que ça ne dépend pas exactement de quelque chose d'externe. Qu'est-ce qui fait en réalité que notre bonheur, il est tellement trop facilement perturbé? C'est parce qu'il se base sur des choses qui en externe sont toujours fragiles, toujours en changement, parce que c'est la nature de ce monde. On voit dans différentes traditions spirituelles, comme dans le bouddhisme tibétain, il parle beaucoup de l'impermanence. Et en vrai, on voit que moi, j'étais assistant social avant, j'ai fait le tour du monde et dans mes propres expériences de vie, dans mes propres expériences personnelles, j'ai pu constater que c'est vrai, dans ce monde, tout est impermanent. C'est vrai, nous changeons, les gens autour de nous changent, le monde change, les situations changent, notre corps change, notre compte de banque change. Même parfois, notre famille change, parfois notre couple change, parfois notre chemin de vie change. On voit que tout bouge à chaque instant. Et c'est ce qui fait que, en fait, le problème pour nous, c'est qu'on pense que le bonheur, c'est quelque chose d'extérieur qu'on peut acquérir. C'est vrai que c'est ce qu'on nous éduque en réalité. On voit par exemple dans les publicités, on nous dit si tu achètes ce nouveau parfum, tu seras en bliss, tu seras heureux. Si tu achètes ce nouveau iPhone, tu seras complètement satisfait. Et c'est vrai, c'est une société de consommation où on place notre bonheur dans des choses qui sont éphémères. Et on le voit par exemple, et en réalité, c'est vrai, une chose que j'ai réalisée par rapport au bonheur, c'est qu'en réalité, pour nous, lorsqu'on cherche le bonheur à l'extérieur, pour nous, le bonheur, c'est plutôt la satisfaction d'obtenir quelque chose. On est comme dans une inspiration d'acheter un nouveau téléphone ou quelque chose. Mais une fois qu'on a la chose, après ça, ça devient une normalité. Même par exemple, je suis allé dans les endroits les plus paradisiaques au monde, dans mes voyages et tout, puis j'étais sur une île, c'était où? En Thaïlande, j'étais sur une île à Thaïlande, j'avais un petit bungalow sur le bord de la plage, le sable blanc, l'eau cristalline, et j'étais là pendant 2 semaines, mais après 2 semaines, j'avais besoin de faire autre chose. Parce que, en réalité, tout est impermanent dans ce monde, même nos expériences dans ce monde, même ce qu'on fait, même un voyage. J'étais 2 semaines, mais je n'aurais pas pu passer le reste de ma vie sur cette île. Parce que le bungalow, le pad thai, les nouilles thaïlandaises, le hamac sur le bord de la plage, après 2 semaines, ne me donnaient plus la même satisfaction. Et ça, c'est quelque chose qui est important de comprendre dans notre recherche du bonheur parce que, comme l'expliquent les anciens textes de yoga, tout dans ce monde a un début et une fin. Même dans notre satisfaction, même dans notre expérience des choses. Et c'est pourquoi on cherche toujours autre chose. Mais en réalité, comme dans notre société, c'est vrai, on nous éduque beaucoup à essayer à essayer de trouver le bonheur à l'extérieur. Et à cause de ça, on est frustré parce qu'on le cherche, mais comme vous disiez, il y a toujours quelque chose qui fait en sorte que ça devient perturbé ou ça s'arrête en réalité. Et à un moment donné, il y a un sage qui a défini le bonheur tel quel. Je voudrais vous le partager. Et dites-moi ce que vous en pensez. Donc, vous allez voir, c'est quand même un peu choquant qu'on l'entend comme ça. Il disait le bonheur, c'est un arrêt momentané. Je recommence. C'est un arrêt momentané de la détresse ou de la souffrance. Wow. C'est quand même particulier. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le bonheur. Un arrêt momentané de la souffrance. Parce que c'est vrai,
lorsqu'on est heureux, on n'est plus en état de souffrance ou d'anxiété ou de stress ou de peur. Et là, on peut dire qu'on est heureux. Et lui, il explique que le bonheur éphémère, comme on le conçoit aujourd'hui, de nos jours, dans notre société actuelle, c'est tout simplement un arrêt momentané de la détresse. Parce qu'on est heureux, mais en réalité, il y a toujours quelque chose qui va perturber notre bonheur. Bonjour Olivier, merci d'être parmi nous. Et donc, comme j'expliquais tout à l'heure, si vous avez des questions, vous avez des réflexions, n'hésitez pas à nous les partager. Comme on est ensemble dans cette discussion, c'est pour nous aider à approfondir le sujet du bonheur aujourd'hui. Donc, on parlait d'un arrêt momentané de la souffrance. Et moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a vraiment questionné. Et c'est vrai qu'on cherche à être heureux, mais il y a toujours quelque chose en réalité. Je vais vous donner un exemple et c'est quand même frappant. Juste un exemple très frappant pour nous montrer à quel point le bonheur dans ce monde est éphémère. Et ça, c'est un fait vécu. Donc, c'est une mère, une belle petite famille aux États-Unis. Donc, l'époux, il reste à la maison pour continuer à travailler. La mère part avec ses 2 enfants, ses 2 petites filles. Elles partent faire un voyage à Hawaï. Tout se passe bien. Elles sont parties 2 semaines. Elles sont sur le bord de la plage comme ça. Et donc, pendant que les 2 petites filles s'amusent dans l'eau, sur le bord de l'océan, la mère, elle est assise en dessous d'un parasol à lire un petit livre et à apprécier la beauté du paysage. Et pendant qu'elle est en train de lire, à un moment donné, elle entend ses filles crier « Maman, maman, s'il te plaît, aide-nous, aide-nous » Parce qu'elle a regardé, il y a une immense vague qui est venue à ce moment-là et qui a pris les petites filles et qui les a amenées loin vers l'océan. Elle a couru comme ça pour aller chercher ces 2 petites filles et finalement, elle n'a pas pu les retrouver. Et malheureusement, elles se sont noyées dans l'océan. Donc, elle est retournée comme ça à son parasol, mais complètement anéantie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Son mari, il appelle au téléphone et lui dit comment se passent vos vacances? Et elle tombe en larmes comme ça, en lui parlant au téléphone, en lui expliquant que tout ce qui venait de se passer. Donc, on peut voir dans cet exemple, et il y a tellement de situations dans ce monde, on peut voir que c'est vrai, c'est quand même la réalité. Il y a la vie, elle est fragile, puis en réalité, il y a des petites circonstances qui peuvent tellement bousculer notre bonheur. Je vais vous donner un exemple. Si vous prenez un petit doigt, on peut voir la nature du bonheur à travers le petit doigt. Si vous prenez le petit doigt, vous le trempez dans le Nutella. Bien sûr, vous aurez une satisfaction immédiate qui sera merveilleuse parce que le Nutella, c'est délicieux. Mais si vous prenez ce même doigt et vous le piquez avec une aiguille, ouf, ça va faire mal et ça va durer beaucoup plus longtemps que l'expérience du Nutella. C'est pourquoi on disait que le bonheur, c'est un arrêt momentané de la souffrance parce que la détresse qu'on a avec une petite aiguille qui pique notre doigt et qui nous fait mal pendant 1 semaine, elle est tellement plus intense que le bonheur immédiat que nous avons avec le Nutella. Et je me rappelle, on était au Havre à un moment donné, on était dans une librairie, Les Yeux d'Elsa. Donc, il y avait 8 personnes et on discutait de ça. C'était le sujet de la soirée, le thème, le véritable bonheur. Et donc, lorsque je posais la question aux personnes qui étaient là, je leur demandais qu'est-ce que le bonheur pour vous? Il y a une fille qui a répondu, j'ai trouvé ça très intéressant. Elle a dit le bonheur, c'est une jouissance immédiate. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et elle a dit en fait, c'est juste ça, c'est une jouissance immédiate. Mais en réalité, la jouissance immédiate, est-ce qu'elle nous apporte réellement le bonheur si on le définit le bonheur comme un état constant, comme une satisfaction qui dure et qui est dans la durabilité et la stabilité? Donc, bonsoir Antoine! Donc, on voit en réalité que c'est vrai que notre expérience de bonheur, on ne peut pas dire que c'est réellement le bonheur si on le définit tel quel, que c'est quelque chose qui est durable et qui est stable. Et c'est là où la réelle définition du bonheur, elle est importante à comprendre. Parce que selon cette définition, le bonheur n'est pas quelque chose qu'on acquiert. On ne peut pas dire que c'est le bonheur parce que ce n'est pas constant. Et notre expérience soit trop facilement, si pas perturbée, arrêtée par une situation particulière. Ma glace, à un moment donné, elle sera terminée. Et je devrais passer à autre chose. Et donc, nos bonheurs avec des choses externes, ils sont tellement limités par l'expérience de jouissance immédiate, temporaire, qui s'arrête à un moment donné. Et on doit chercher notre bonheur dans autre chose. Mais c'est pourquoi lorsqu'on place notre bonheur dans un état d'esprit, c'est là que on commence réellement à chercher le véritable bonheur. Et là, je vais vous partager quelque chose
qui est absolument merveilleux. Dans les anciens textes de yoga, c'est expliqué que le bonheur, ce n'est pas seulement un état d'esprit, mais notre être même, notre soi véritable, qu'on appelle Atma, Jiva ou l'âme, notre réelle identité, ce que nous sommes réellement, est en fait de bonheur. Il y a 3 qualités de cette âme qui sont expliquées, Sat, Chit et Ananda. Et Ananda veut dire la félicité. Donc à la base, la définition du bonheur dans les anciens textes de yoga, c'est que nous sommes faits de bonheur. Mais si nous sommes faits de bonheur, pourquoi nous ne sommes pas tout le temps dans cette expérience de bonheur? C'est pourquoi, ok, on va commencer avec l'état d'esprit. Parce que je veux qu'on cherche ensemble, je veux vraiment qu'ensemble on démystifie le véritable bonheur, mais qu'on comprenne qu'est-ce que le véritable bonheur et comment réellement faire l'expérience du véritable bonheur. Donc on parlait de l'état d'esprit. Donc avant tout, le bonheur est un état d'esprit parce que c'est une expérience. Si vous y pensez un instant, qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? C'est pas vraiment la chose en soi, c'est pas la glace ou le voyage à Hawaï, mais c'est qu'on fait une expérience nous-mêmes, on fait une expérience de satisfaction, de joie, de contentement, de bien-être. C'est une expérience intérieure. Donc à la base, même si on prend des choses en externe, l'expérience, on la vit à l'intérieur de nous. Et c'est là où c'est un état d'esprit. En réalité, comme l'expérience du bonheur, on la vit à l'intérieur de nous, le bonheur ne dépend pas des choses externes. Oui? Oui, pardon, parce qu'on confond souvent bonheur et plaisir. Oui, c'est intéressant. OK. Quelle est, selon vous, la différence? Donc, mademoiselle explique qu'on confond souvent bonheur et plaisir. Donc, quelle est, selon vous, la différence entre le bonheur et le plaisir? Le bonheur, c'est un état d'être et le plaisir, c'est quelque chose qui est apporté, enfin, je ne sais pas comment expliquer. Ouais, c'est ça. OK, donc Un petit peu, OK, le bonheur, c'est un état d'être et le plaisir, c'est quelque chose qui est pris de l'extérieur. Très intéressant. Moi, ce que je dirais aussi, c'est que le bonheur, c'est un état d'esprit, c'est un état de conscience, mais le plaisir, c'est une jouissance immédiate. Donc, en réalité, c'est intéressant ce que vous dites, merci de me le partager, parce qu'en réalité, ce qu'on pense être le bonheur est le plaisir ou la jouissance immédiate. Mais dans cette jouissance immédiate, il a un début et une fin. Et comme notre bonheur, on le base complètement, c'est vrai dans notre société, on le base presque entièrement là-dessus, on est rapidement frustré ou insatisfait ou découragé ou déprimé à cause de ça. Et c'est vrai qu'en réalité, on ne place pas les valeurs à la bonne place par rapport au bonheur. Et ça, c'est tout simplement parce qu'on nous éduque de la sorte dans la société. On nous pousse, on nous vend un rêve, c'est vrai. On nous vend, j'ai toujours trouvé ça intéressant, The American Dream. C'est vrai, c'est juste un rêve. En fait, on nous pousse à, sans arrêt, jouir du plaisir des sens. Exactement. C'est ça. Non, c'est le plaisir des sens. C'est ça, tout à fait. Pour nous, le bonheur, c'est le plaisir des sens. Mais les sens, ils sont limités parce que l'expérience qu'on peut faire avec les sens, ça a une limite en soi. C'est comme on expliquait, la glace ou la pizza, elle a une limite, ou même notre voyage a une durée de temps aussi. Mais si on base nos choses là-dessus, on va toujours être découragé parce qu'à un moment donné, le voyage va s'arrêter, on va être découragé, on doit retourner travailler, ça va être difficile pour nous, retourner au travail. Oui, vous voulez dire quelque chose? Non, j'ai pensé justement au voyage. D'accord. Mais dans le voyage, on le voit, on est dans une expérience immédiate et on en profite profondément, mais on revient ensuite, puis là, il y a comme un découragement. Je dois retourner travailler. Et là, on est un peu découragé, c'est vrai. Donc, c'est là où, dans la jouissance immédiate, c'est très fragile parce que c'est très limité dans ce qu'on peut expérimenter et c'est très facilement déstabilisé ou arrêté. Et donc, naturellement, on est rapidement frustré de ça. Donc, c'est pourquoi le bonheur, si on cherche véritablement, on doit aller plus loin que ça. Donc là, on parlait que le bonheur est un état d'esprit. On expliquait, premièrement, c'est une expérience. Mais en réalité, si c'est une expérience et un état d'esprit, ça veut dire que le bonheur, il ne dépend pas réellement de quelque chose d'externe. C'est juste un état d'être. Parce qu'en plus, on va en parler plus tard, en plus, nous sommes faits de bonheur. C'est vraiment notre nature propre, le bonheur. Donc, c'est pourquoi
Je dirais que la méditation, elle est importante pour rentrer dans cet état d'esprit. Parce que... J'ai pas compris. La méditation, c'est ce que Oui, la méditation, elle est importante parce que, en réalité, je vais rajouter autre chose. Le bonheur, le bonheur se trouve dans l'instant présent. Parce que c'est un état d'esprit. L'état d'esprit, ça veut dire quoi? Je suis conscient dans l'instant présent de quelque chose. Je suis dans une conscience là. Par exemple, nous sommes tous ensemble en ce moment et nous démystifions le bonheur. Nous sommes dans l'instant présent. Nous sommes tous conscients en ce moment. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on peut être dans le bonheur. C'est pas dans le passé. Dans le passé, on est plutôt, on se dit, ah, j'aimerais retourner à ça. Puis là, il y a comme une déception parce qu'on veut revivre l'expérience. Et dans le futur, on aspire à ce qu'on n'a pas encore reçu. Et du coup, on est encore un peu dans un élan. Ah, j'aimerais pouvoir aller 2 semaines à Hawaï. J'aimerais aller au restaurant ce soir. Et on est encore dans le futur, on fait un plan pour le futur. Mais dans l'instant présent, c'est là où on peut réellement être heureux, parce que c'est dans l'instant présent qu'on est conscient, qu'on est dans cet état de conscience, cet état d'esprit, et qu'aussi, on peut, comment je pourrais dire, être réceptif et sensible à ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Parce que le bonheur, nous sommes faits de bonheur à la base. C'est la nature de l'être. Comme ce corps est fait de sang, de chair, de poils, de moelle épinière, l'âme, elle est faite de bonheur. C'est sa nature propre. Et c'est pourquoi, c'est vrai, en réalité, lorsqu'on parle souvent du bonheur, ça nécessite, pour être dans l'instant présent et être connecté à ce que nous sommes à l'intérieur de nous, ça nécessite la méditation. Parce que c'est la méditation qui nous aide à aller à l'intérieur de nous-mêmes et de se connecter à cet état de bonheur qui est présent à l'intérieur. Je me rappelle à un moment donné, j'avais lu un livre et un grand sage il disait qu'à l'intérieur de nous, nous avons un paradis portable. Et ça, j'avais trouvé ça très inspirant. C'est vrai, on cherche tellement de choses. J'ai fait le tour du monde, j'ai vécu mes expériences, tout ce que je désirais, mais tout ce que je cherchais finalement était à l'intérieur de moi. C'est ce que j'ai réalisé à travers toutes mes expériences personnelles. Tout ce que je cherchais était à l'intérieur de moi. C'est gratuit. C'est disponible à chaque instant. C'est toujours là. Puis il s'agit juste de se connecter à ça en réalité. Parce que, comment je pourrais dire, le bonheur, c'est quelque chose de constant parce que c'est notre nature propre et ça ne part pas. C'est comme par exemple, on ne peut pas enlever la liquidité de l'eau. On ne peut pas enlever la lumière et la chaleur du soleil. On ne peut pas enlever le bonheur de l'être, de l'âme. Mais ce qui fait qu'on ne fait pas d'expérience constante de ce bonheur, c'est que nous sommes déconnectés de notre être, de notre soi véritable. Et c'est ce qui fait qu'on ne fait pas l'expérience du bonheur constant. Oui? En fait, j'entends ce que vous dites, parce que personnellement, peut-être comme beaucoup, c'est vrai que comme la personne disait, on est tellement appelé par tout à côté, là, les magasins, enfin, je sais pas, la télé, enfin, tout ce qui est comme ça, que des fois on a du mal à se retrouver. Et vous parlez de la méditation, en fait, ouais, la méditation, c'est un moment où on est avec soi. J'imagine, hein, c'est moi, c'est ma façon d'être en fait, parce que j'ai un peu du mal à me retrouver. C'est être avec soi, et quand on est appelé par tout ce qui se passe là autour, il faut revenir vite à l'intérieur de soi. Voilà, c'est ça en fait. Oui, tout à fait. C'est pas facile. Je dirais c'est... je sais pas si c'est comprendre. Hein. C'est comme un retour aux sources, c'est revenir à soi-même. Parce qu'en fait, on s'investit tellement en externe. Parce que c'est notre société, dans certaines cultures spirituelles, c'est très différent la manière de percevoir le monde et soi-même. Hein. Si vous allez en Inde, il y a une profonde culture spirituelle en Inde qui nous pousse à être conscient de l'âme, à vivre au niveau de l'âme et tout. Mais c'est juste notre société, notre éducation dans laquelle nous avons grandi qui nous pousse à placer toute notre attention, toute notre énergie et notre foi, hein, quelque part, dans l'externe, quoi. Et à cause de ça, on s'est profondément déconnecté de notre vérité, de notre vraie, véritable nature. Et par le fait même, comme nous sommes faits de bonheur, on s'est profondément déconnecté du bonheur. Parce qu'on le cherche à quelque chose d'ailleurs qu'à la source. En fait, cette connexion ouverte, là, il y a pour corroborer ce que tu dis,
transcender l'influence que les trois gunas, les trois grandes tendances du monde matériel, hein, la vertu, la passion et l'ignorance, l'influence que les trois gunas exercent sur son corps, quand on parvient à s'affranchir de ça, on peut s'affranchir du cycle de la naissance, de la mort et de la vieillesse, des souffrances quotidiennes. Et du coup, on peut savourer en cette vie même le nectar spirituel, la schimake. Ah, c'est très beau. Dans cette vie même, on peut savourer le nectar de la vie. Donc oui, c'est vrai. En fait, c'est ça, c'est que, mais comme tu disais, on est beaucoup influencé par les énergies de ce monde, par ce qui nous entoure, par les autres. On sait qu'on est on est comme des éponges. Hein. Et c'est ce qui fait qu'on est très facilement perturbé, ou parfois on est déstabilisé, je dirais, hein, c'est vrai. Parce qu'on est complètement investi, puis on n'est pas ancré dans le soi. Ça, c'est le problème. On est ancré en externe, et comme on est ancré en externe, dès que ça bouge, on est perturbé, on est déprimé, puis on est affecté. Mais en fait, je vais vous donner un exemple qui est très simple pour bien comprendre la nature du bonheur et comment le bonheur est à l'intérieur de nous. Si par exemple vous êtes sur un bateau, et là vous êtes sur le bateau sur l'océan, mais il y a une grosse tempête qui arrive, et là vous avez la pluie torrentielle qui tombe sur vous, il y a des immenses vagues de 3 mètres de haut, et là vous allez vivre un calvaire pas possible. Mais si vous allez dans le fond de l'eau, tout au fond, même s'il y a le plus gros ouragan du monde, vous ne sentirez rien du tout, parce que dans le fond de l'eau, il y a un calme complet, constant, et ça à chaque instant. Eh bien, c'est ça le bonheur. Quand on est ancré dans le soi, le monde peut complètement s'écrouler, mais on ne perd jamais notre connexion intérieure. Parce qu'il y a un espace sacré à l'intérieur de nous qui peut nous permettre d'être dans un bonheur constant. Reuben Hurricane Carter, c'est un bon exemple. Je vous invite même à regarder le film. C'est des avocats canadiens qui ont réussi à le sortir. C'était des étudiants avocats en droit canadiens qui ont réussi à le sortir de prison. Lui, c'était un boxeur afro-américain qui a été accusé faussement d'avoir tué quelqu'un dans un bar. C'était à cause du racisme et tout. C'est quelqu'un, le policier ne l'aimait pas du tout. Et donc, il l'a mis en prison. Il a passé 35 ans en prison. Puis après ça, finalement, grâce à ses étudiants du Canada, il a été libéré. Il a dit que pendant ces 35 ans en prison, il s'est libéré même de sa prison matérielle, parce que dans la méditation, il est allé au-delà justement des chaînes dans lesquelles il était enfermé. Et ça, c'est vraiment inspirant, c'est vraiment intéressant, parce qu'on voit à travers ça que oui, à travers la recherche intérieure, la méditation, le voyage intérieur, on peut se connecter dans un espace sacré qui est complètement intouchable, parce que c'est un espace qui est plus spirituel, c'est quelque chose de mystique. C'est pourquoi des grands yogis méditent dans les Himalayas pendant 40-50 ans, toute leur vie, pour être en contact avec cet aspect à l'intérieur de nous. Et ça ne veut pas dire qu'on doit aller dans les Himalayas, mais on doit quand même avoir un moment de méditation tous les jours, parce que sans ça, dès qu'on se lève le matin, on est tout de suite pris par nos pensées, notre mental, et on doit faire ci, on doit faire ça, et là, du coup, on entre dans notre train-train quotidien, parce qu'on a entre 60 000 à 80 000 pensées qui passent dans notre tête à tous les jours, selon une recherche avec des neurologistes. Et donc, si on ne prend pas un temps de méditation tous les matins, on va être trop facilement pris par ce tourbillon de la vie quotidienne, et là, on va être happé par les montagnes russes de notre quotidien. Et pour corroborer ce que tu dis, j'ai trouvé un autre verset, 2,59. Même si elle restreint ses jouissances sensorielles, l'âme incarnée conserve un attrait pour les objets des sens. Toutefois, qu'elle goûte quelque chose de supérieur, en méditant par exemple, et elle mettra fin à ses vains plaisirs, la conscience fixée au niveau spirituel. C'est très beau. Donc ça, c'est la Bhagavad Gita, c'est un ancien texte de yoga qui parle justement de la nature de l'âme et du véritable bonheur, qui nous donne des outils pour mieux se connecter dans notre quotidien, à notre espace sacré et à ce véritable bonheur. Donc oui, merci de partager ce verset. En fait, c'est vrai, c'est qu'il y a un goût dans cette connexion intérieure. Et je dirais, parce que je vais aller plus loin avec vous ce soir, le bonheur, il est aussi dans le yoga. Pourquoi? Mais quand je parle de yoga, si on prend la racine du mot en sanskrit, yoga veut dire union avec la source, avec le divin.
Donc, pourquoi le bonheur dans le yoga? C'est parce que le yoga, ça veut dire connexion avec la source. Et donc, on parlait que l'âme en elle-même, elle est faite de bonheur. Mais si il y a une source dans la vie, l'origine de quelque chose, et qu'il y a une source de tout, d'absolument tout, alors cette source doit être aussi la source du bonheur et de l'amour. Et donc, le yoga nous aide non seulement à se connecter à ce bonheur qui est à l'intérieur de nous, mais aussi à travers le yoga, de connecter notre être à la source du bonheur. Et donc là, on peut faire une expérience de bonheur incommensurable. Parce que la source du bonheur, ça veut dire qu'elle est une source illimitée de joie et d'amour. C'est ce qui est expliqué dans les anciens textes de yoga. Et c'est ça le véritable yoga. Le yoga, c'est fait pour être dans un bonheur incommensurable à chaque instant, dans cette relation d'amour avec la source, avec l'infini, avec le divin, peu importe quel nom vous mettez. Mais ça, c'est dans ça qu'on peut vraiment faire l'expérience véritable du bonheur en réalité. Et c'est là où justement le yoga il est important. Parce que le yoga, il s'applique dans chaque détail de notre vie. Parce que yoga, c'est un espace de connexion. Et on pourrait se dire, c'est vrai, de méditer tous les matins, ça semble difficile. Mais le yoga, c'est là où ça trouve toute sa beauté. Parce que dans le yoga, tout ce qu'on fait peut être est comme une... Comment je pourrais dire ça? Tout ce qu'on fait peut être comme un geste qui est fait dans le yoga. Parce qu'il y a le yoga dans chaque détail de notre vie. Il y a le yoga du cœur, le yoga des pensées, des désirs, des sentiments, des relations, de la cuisine, le yoga du monde, de l'environnement. C'est ce qu'on appelle le bhakti yoga. C'est le bhakti yoga, le yoga de la dévotion. Donc dans la Bhagavad Gita, Krishna parle du bhakti yoga comme étant le yoga qui englobe tous les autres yogas parce qu'il nous permet de nous connecter à la source dans chaque détail de notre vie. Et dont le Hatha Yoga est une partie de ce Bhakti Yoga. Mais le Hatha Yoga en soi n'est pas une finalité. Parce qu'une fois qu'on fait 30 minutes ou une heure de yoga, qu'est-ce qu'on fait pour les 23 autres heures de notre journée? Pour rester connecté. Et c'est là où le Bhakti Yoga est important, le yoga de ce qu'on appelle de l'amour, de la dévotion, de cette joie incommensurable, parce qu'il nous permet, dans chaque détail de notre vie, de rester connecté et de rester conscient, et à travers ça, d'être dans un bonheur constant. Peu importe ce qui se passe, parce que c'est vrai, sans ça, on est trop facilement... il y a trop de choses dans notre vie qui peuvent trop facilement perturber notre bonheur. C'est vrai, c'est pas moi. Oui? Et pour illustrer ce que tu dis, verset 6-19... On a notre érudit, là. Merci, Franck. Semblable à la flamme qui, à l'abri du vent, ne vacille pas. Le yogi, maître de son mental, est ferme dans sa méditation sur l'être transcendant. C'est très beau. C'est très beau. Donc c'est ça, c'est cette connexion qui nous permet de... Parce que, en fait aussi, comment je pourrais expliquer ça? Dans les anciens textes de yoga, c'est expliqué que notre être, même si nous sommes faits de bonheur, c'est expliqué que nous sommes l'étincelle spirituelle que nous sommes, qui est située dans la région du cœur, le chakra du cœur, et 1/10,000 de la pointe d'un cheveu. Donc nous sommes une toute petite étincelle spirituelle et en nous-mêmes, nous avons cette nature de bonheur, mais elle reste tout de même petite. Et c'est vraiment dans la connexion avec la source, avec l'infini, le divin, que là, nous pouvons réellement être dans un bonheur incommensurable, illimité. Et c'est vrai, ce que les grands yogis expliquent, qui sont dans cette expérience avec la source dans le yoga, ils expliquent que c'est un bonheur, c'est comme ils partagent leur expérience comme un océan d'amour. Comme un océan d'amour sans bordure. Donc imaginez-vous un instant, est-ce qu'on a déjà fait l'expérience d'un océan d'amour sans bordure dans notre vie? Eh bien c'est possible parce que des milliers d'âmes réalisées, des grands yogis qui ont médité pendant des années et qui nous ont donné des outils pour se connecter à cet amour, nous donnent des outils justement pour nous aussi faire l'expérience de ce bonheur. Donc c'est possible. Mais on doit s'outiller et c'est vrai qu'on doit placer... c'est pas qu'on doit réellement changer de style de vie, mais on doit être dans le yoga. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut discuter davantage au fil des conférences, parce que c'est un sujet qui est très intéressant. On peut parler du yoga dans chaque détail de notre vie. Pour chaque aspect, pour la cuisine, on pourrait avoir une discussion juste sur le yoga dans la cuisine. Comment être conscient quand on cuisine. Comment spiritualiser notre nourriture. Comment faire même faire de notre travail un moment de félicité. Lorsque nous sommes au travail.
Donc, on peut vraiment, pour n'importe quel aspect de notre vie, on peut justement se connecter et être dans une expérience de bonheur. Donc là, comme on est sur une conférence Zoom, je n'ai que 40 minutes. Donc, je voulais laisser les quelques dernières minutes. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des réflexions avant qu'on termine la discussion? Moi, j'avais une expérience rapide à Mhm. expliquer Oui, bien sûr. concernant la méditation. OK. En fait, par exemple, à l'hôpital, je travaille à l'hôpital, il y a un patient très jeune qui a eu un accident de voiture. Mhm. Et en fait, c'est quelqu'un de très dynamique, normalement. Et en fait, se retrouver dans un lit, à plus pouvoir marcher, bouger, Mhm. en fait, il n'y arrivait pas et il pétait les plombs, quoi. Enfin, il ne se trouvait pas bien. Et en fait, il a eu l'idée de faire de la méditation avec son téléphone, sur YouTube. Et il m'a dit, ça m'aide à réussir à rester à l'hôpital et de rester là et puis de se faire soigner, quoi. Très Donc, intéressant. et je pense qu'à l'hôpital, la méditation, ça doit être. Le patient, le jeune homme, il l'a fait lui-même, sans qu'on lui dise. Et c'est la seule ressource qu'il a eue à ce moment-là. Wow, c'est merveilleux. Et ça l'a guéri, quoi. Je vais partager pour ceux qui sont sur Zoom. Mademoiselle, elle disait que, donc à l'hôpital, il y a un jeune homme qui était normalement très actif, qui a dû pour un accident, c'est ça? Un accident, il avait les jambes abîmées. Ok, il avait les jambes abîmées à cause d'un accident et donc il était habitué d'être très actif. Il s'est retrouvé un peu cloué au lit à l'hôpital et donc il ne savait plus trop quoi faire et finalement, il lui a montré qu'il a commencé à faire de la méditation sur le YouTube et ça l'a grandement aidé. Ça lui a permis de se centrer puis d'être dans l'acceptation aussi de ce qu'il était à l'hôpital. C'est ça. Mais merci beaucoup, ça c'est un très bel exemple. Donc on voit, c'est vrai, il y a, la méditation, bien sûr, nous aide beaucoup. Je dirais que ça commence par la méditation, parce que dans la méditation, on peut s'ancrer en soi pour ensuite rester connecté. Parce que lorsqu'on est ancré dans notre soi, après ça, ça devient plus facile d'être dans le yoga dans chaque détail de notre journée. Parce que lorsqu'on s'ancre dans la méditation c'est fait pour s'ancrer dans notre vérité intérieure. Et une fois qu'on est connecté, alors lorsqu'on affronte notre journée, on la fait avec plus de conscience. Et là, ça devient plus facile de connecter dans le yoga à la source chaque moment de notre journée. Mais ça, c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir une méditation le matin, ça c'est sûr. C'est l'idéal. Pendant combien de temps? Le temps que c'est ce que vous êtes capable de faire personnellement, c'est différent pour chacun, je dirais. Mais on doit se donner un défi personnel, mais on doit s'y tenir à tous les jours, que ça devienne une pratique quotidienne, une habitude. Ça prend 40 jours pour établir une nouvelle habitude. Ça, c'est quelque chose qu'on peut parler aussi dans d'autres conférences, comment créer des nouvelles habitudes de vie à travers la méditation, etc. Donc, on va terminer ici parce que je vais bientôt devoir mettre fin à la conférence Zoom aussi. Donc, je vous remercie infiniment. Et d'ailleurs, ces conférences, c'est pour vous, c'est pour nous tous, pour nous aider à cheminer dans tout ça. Donc, s'il y a un sujet en particulier, donc j'ai un groupe WhatsApp, s'il y en a qui veulent s'inscrire pour que vous puissiez être au courant des activités et tout. Et s'il y en a qui veulent suggérer un sujet dans 2 semaines, n'hésitez pas, comme ça on pourra approfondir ce sujet ensemble. Donc, merci infiniment de votre merveilleuse participation et à très bientôt.